je suis pour. Moi, je vois pas où il y a les soucis dans le fait d'utiliser de l'autotune. Parce que justement, déjà, il y a la fausse croyance que l'autotune, ça règle tout. Moi, je suis persuadée qu'en France, en tout cas, le fait d'être une chanteuse à voix, il y a quelques années, c'était pas un avantage. Parce que je pense qu'on était justement dans une ère où on s'était habitué à l'oreille à entendre des morceaux qui sont entre le rap et le chant. Et puis du coup, on a enregistré ces 2 morceaux lors d'une session là-bas. Et puis ouais, c'était incroyable, quoi. Le fait de me dire que je suis à t'es partie Los là-bas? Angeles. Ouais, Mais non! ouais. Ah Et ouais, puis, d'accord, ok. ouais, Ah ouais, ouais. là, Ah ouais, j'étais déter. Hein. t'as vécu entre guillemets, le rêve américain, on va dire ça comme ça. Exactement. Non, non, non. Là, vocalement, ça peut pas être... Non, non. Surtout si t'es une chanteuse. Je pense que dans d'autres registres, peut-être dans le rap, j'imagine qu'il y a moins ce truc. Mais là-bas, si t'es une chanteuse, oublie. Il faut vraiment savoir chanter, quoi. Sinon, c'est compliqué. Bonjour à tous, vous êtes dans le Dival Podcast, moi-même Barberiche, accompagné de mon acolyte Equinox. Equinox, comment tu vas? Très bien, et toi? La forme? La forme. Aujourd'hui, on a une invitée qui ne vient pas de France, Mhm. qui vient de Suisse. Mipsy, comment tu vas? Ça va, merci et vous? La forme? Au top. Et qui c'est la première fois qu'on fait une Suissesse, c'est comme ça qu'on dit? Exactement. Et du coup, le masculin, c'est Un Suisse. un Suisse. Ouais. Ok, c'est bon à Ok. savoir. Durant cette petite heure, on va échanger, parce que nous, on a l'habitude d'être dans une discussion plutôt que dans un interview classique. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé la musique? Alors du coup, moi, j'ai commencé la musique il y a fort longtemps maintenant, à l'époque des CD et des cassettes. Ok. Et du coup, j'avais reçu des CD, des albums de Mariah Carey, Michael Jackson. Et j'ai vraiment commencé en m'enfermant dans ma chambre pendant des heures, écouter les CD, essayer de reproduire les vibes, voilà, les techniques vocales. Et puis, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé la musique. Il y a aussi la chorale à l'école primaire. Je me souviens que c'était un moment que j'aimais particulièrement. Et puis, j'étais tellement à fond qu'un jour, la maîtresse, elle m'a dit « Bon, allez, tu te mets tout devant maintenant. Regardez comment elle fait !» Et puis, je pense que c'est à peu près à ce moment-là que je me suis rendu compte « Ah, attention, il y a peut-être quelque chose avec la musique, le chant. » Et du coup, c'est comme ça que t'as ramené tes cousins? Exact. Comment tu sais ça? Ah, attends. T'as fait des recherches approfondies, je m'attendais pas. Attends. J'ai mes... Hein? T'inquiète pas. Bah, en fait, moi, j'en garde de très bons souvenirs, mais si tu discutes avec eux, ils en auront peut-être un souvenir un peu différent. Mhm. Mais c'est vrai que j'étais tellement à fond dans le côté un peu spectacle, parce qu'après, j'ai commencé à aimer Beyoncé. Ok. À l'époque, il y avait vraiment, aux États-Unis, ce concept un peu de chanteuse féminine, un peu diva, de ce côté un peu show-off, etc. Mhm. Et puis moi, j'étais complètement fan. Et c'est vrai que j'entraînais, j'avais envie d'avoir un crew de danseurs, des vraies performances. Mais bon, j'avais quoi, 8-10 ans, quoi. Mhm. Et puis du coup, j'entraînais mes petits frères, mes cousines, Ok. et on préparait des bêtes de Corée, enfin en tout cas dans nos têtes. Et on se produisait, que ce soit dans le salon, quand nos parents ils amenaient des invités, ou aux fêtes érythréennes à Genève. Une fois, je les ai tirés de force à la fête du Nouvel An érythréen à Genève, et puis il y avait genre 1000 personnes. Et puis voilà, on a fait une incroyable performance sur un morceau de Brandy. Moi, j'ai 2 questions. Tout à l'heure, tu parlais de chorale. Mm. Est-ce que c'est l'époque, la génération Sister Act? Totalement. C'est ça, hein? Exactement. Ça m'est venu, moi Ouais. aussi. Ça m'est venu aussi. C'est ça, hein? Ah non, mais on était à fond devant Sister Act. Pour moi, c'était le film parfait, quoi. L'histoire de jeunes chanteurs. Et puis il y avait tous ces questionnements qu'ils avaient. Est-ce que je me lance dans la musique? Est-ce que, voilà, un peu ces doutes, le fait d'avoir envie de réussir ce concours finalement. Mhm. Donc en fait, moi je m'identifiais grave au personnage de ce film, quoi. Ok, tu dis que tu t'identifiais au personnage de ce film. Tu viens de Suisse. Mm. Est-ce qu'à cette époque, il y avait des personnalités en qui tu pouvais t'identifier du coup? En Suisse? Ouais. Alors j'imagine qu'il devait peut-être y en avoir, mais c'est vrai que moi j'étais vraiment focalisée sur les États-Unis. C'est vraiment par là que j'ai commencé. Mhm. Et je me suis vraiment identifiée à mes idoles dans la musique aux États-Unis. Et tu as employé un terme Érythrée. Érythréenne.
Ouais, N. Est-ce que tu peux expliquer? Oui, alors du coup, l'Érythrée, c'est un petit pays sur la corne de l'Afrique, en Afrique de l'Est, qui compte pas énormément d'habitants. Je crois, si je me trompe pas, qu'on est à peu près aux alentours de 4 millions. Ok. Et c'est un pays qui a eu son indépendance il y a à peu près il y a une trentaine d'années. D'accord. Du coup, il n'est pas hyper connu de par le monde. Par contre, dans certains pays, par exemple en Suisse, Ouais. il y a une très forte diaspora érythréenne. Du coup, là-bas, si tu parles de l'Érythrée, il n'y a personne Direct. qui te dira « Ah, c'est quoi? C'est où ?» Ils savent. Ouais, il y en a beaucoup dans les pays aussi anglophones, comme on se Oui. disait en off. Dans les pays anglophones, que ce soit l'Angleterre. Aussi Exactement. au Canada aussi, il y en a beaucoup. Il me semble même qu'il y a même un quartier érythréen à Londres. Bah, tu vois. Donc, ouais, il y a une forte diaspora dans ces pays-là. Donc du coup, comment ça s'appelait déjà Lauryn Hill dans Sister Act? Rita. Donc Rita tu, la prenais, pêcheuse. donc tu te prenais pour Rita, c'est ça? Oui, je crois que je me prenais un peu pour tout le monde en même temps. Mais ouais, non, je garde de très bons souvenirs de cette époque. Il y a des films un peu emblématiques, Sister Act, il y avait Oni aussi. Et c'est d'ailleurs, je me souviens, après avoir regardé Oni, qu'on a commencé vraiment ce délire de on va faire des chorégraphies et se produire. Ok. Donc, ouais. Et le premier studio? Première session studio dans ma vie, c'était un studio d'un collègue, parce que je travaillais, je fais des petits jobs à côté de mes études, et puis je travaillais en tant que sondeuse téléphonique. Donc en fait, on faisait passer des sondages aux gens, enfin on les dérangeait quoi chez eux. Et puis il y avait un musicien là-bas. C'est comme ça que tu vois la chose. vous nous dérangez, c'est ça? Bah, en fait, à chaque fois que je dis que j'ai fait de la téléphonie aux gens, ils me disent « Ah, c'est toi qui nous faisais chier et tout à la maison. » Donc, mais nous, ça va, on n'essayait pas de vendre des trucs, mais juste de faire des sondages. Donc, on posait juste des questions aux gens. En tout cas, t'as entendu beaucoup de tut, tut. Ah ouais, on m'a bien raccroché au nez. Ouais. Ouais. Et puis, mais c'est bien, ça m'a rendu téméraire. Ça m'a préparé à la musique, quoi, au monde de la musique. Ça a été formateur, c'est bien. Et du coup, bah voilà, il y avait un artiste là-bas qui travaillait aussi comme moi, c'était un job à côté. Puis il m'a dit, ah, mais t'as jamais essayé de... Puis moi, je venais de commencer à écrire mes premiers morceaux. Donc c'était quelque chose que je faisais très spontanément sans me poser de questions. Ok. Il m'a dit, ah, mais tu veux pas venir essayer d'enregistrer en studio? Puis je suis allée, puis c'était ma première fois, quoi. Et tu te souviens? Parce qu'on se souvient toujours de sa première fois. Ouais, je me souviens. Ouais, je me souviens. C'était pas compliqué. Ah ouais? Ouais, c'était pas trop compliqué. Parce que je pense que j'y suis allée vraiment au feeling. Il y avait, tu sais, un peu la chance du débutant. Quand tu y vas, puis c'est très... t'es vraiment dans le lâcher prise. D'accord. Du coup, c'était très facile la première fois. Et puis la fois d'après, là, j'ai galéré. Puis j'ai vraiment dû apprendre à enregistrer en studio. Ouais, parce que c'est vraiment un métier, le studio. C'est pas Ah facile. ouais. Hein. C'est pas facile. C'est pas comme du live. Le live, c'est direct. Ouais. C'est tout droit. Mais le studio, c'est vraiment... c'est un savoir-faire, quoi. C'est pas facile. Hein. Bah, en fait, je pense, qui est particulier au studio, c'est que je pense on se dit dans la tête que comme tu peux refaire plein de fois, bah forcément, c'est plus simple. Le problème, c'est que quand tu es en studio, on va enregistrer ta voix de façon très près, très clean, et du coup, n'importe quoi s'entend. Toutes les petites choses, les petites erreurs, elles s'entendent. Et en fait, comme c'est le morceau, comme c'est la prise de voix qui va rester, donc ce sera le morceau, en fait, tu es obligé d'avoir une performance qui est à la fois techniquement hyper bonne. Alors voilà, je mets de côté l'usage d'autotune et tout ça, parce que ça pourrait être une discussion en soi. Mais dans tous les cas, tu dois avoir une performance qui peut être vraiment écoutée et très, très propre. Et à la fois garder cet aspect de l'émotion. Et justement, c'est ça, de conjuguer l'aspect technique et la perfection, entre guillemets, que tu essaies de trouver, et à la fois l'émotion. Donc ça, c'est tout un travail, je trouve, au studio qui est d'ailleurs, particulier. tu parlais d'autotune. Pour ou contre? Mais toi, tu lis dans mes pensées. J'allais lui poser cette question parce qu'elle a dit c'est une discussion en soi. Bon, on va en discuter. T'en penses quoi? Bah, moi, je suis pour. Moi, je vois pas où il y a les soucis dans le fait d'utiliser de l'autotune. Parce que justement, déjà, il y a la fausse croyance que l'autotune, ça règle tout
et tu peux chanter comme un pied et on te met une bonne dose d'autotune et ça va bien sortir. C'est vrai. Ça, c'est complètement faux. Il faut quand même savoir chanter et l'autotune vient t'aider après. Et puis, ce que je trouve chouette avec l'autotune, c'est que ça te permet justement de corriger certaines erreurs et de pouvoir plus te lâcher parce que tu as ce backup et de pouvoir plus transmettre d'émotions. Pour moi, l'autotune, c'est pas quelque chose que je vais utiliser pour, entre guillemets, avoir des dons ou une voix que je n'ai pas, mais ça va plus être un espèce de backup pour pouvoir me lâcher et aller plus dans l'émotion. Mais et qui je crois que c'est la meilleure définition de l'autotune qu'on ait jamais eue. Un truc de fou. mais c'est tellement clair, tellement fluide. Merci. Et moi, des morceaux que j'ai écoutés, tu n'utilises pas beaucoup l'autotune. Moi ? Ouais. Alors, moi, j'essaye vraiment. Alors après, ça dépend. Tu as des périodes où tu te dis, allez, je mets beaucoup d'autotune. Mais de manière générale, le mot d'ordre, pour moi, en studio, sur l'autotune, c'est le moins possible. Parce que je considère que quand tu es dans du chant, et en particulier de l'R&B, si tu mets trop d'autotune, il y a un côté, justement, un peu... le côté qui fait que tu es au plus près de la voix de l'artiste qui disparaît. Et je trouve que quand on est dans une musique aussi mélodieuse que le R&B, c'est dommage. Alors, il y a plusieurs types de R&B, bien évidemment. Mais si tu es dans un truc très chanté, très mélodieux, je trouve que c'est bien de l'avoir juste vraiment en backup pour les fausses notes et puis de garder le timbre de la voix de l'artiste, quoi. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent qu'aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, être une chanteuse à voix, c'est un désavantage? Eh bien, c'était le cas. Moi, je suis persuadée qu'en France, en tout cas, le fait d'être une chanteuse à voix, il y a quelques années, c'était pas un avantage parce que je pense qu'on était justement dans une ère où on s'était habitué à l'oreille à entendre des morceaux qui sont entre le rap et le chant. Donc des choses qui sont mélodieuses, mais qui sont pas vocalement hyper techniques. Et du coup, je pense que l'oreille de l'auditeur moyen en France était pas forcément habituée ou demandeur de grandes performances vocales, comme par exemple aux États-Unis. Et puis je trouve que là, la tendance, elle est un petit peu en train de changer. Et que, en fait, c'est cyclique finalement. Tu t'écoutes beaucoup un certain type de musique, un certain type de voix. Et au final, ça a besoin de renouveau. Et puis je pense que maintenant, c'est le moment idéal pour les chanteurs à voix de se lancer et puis d'approfondir cet aspect-là. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, on a le droit à une masterclass. Aujourd'hui, parce que tu es en train de nous faire une masterclass là depuis tout à l'heure. Toutes tes réponses, pour moi, je peux les prendre et les envoyer comme ça, comme des leçons. Parce que merci. Moi, je trouve en tout cas que tu es très juste en fait, dans ton analyse de la musique. Tu as employé le terme R&B. Est-ce qu'on doit définir ta musique par ce terme? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a réellement, parce que tout à l'heure tu disais qu'il y en avait plusieurs, réellement du R&B? Donc oui, du coup, il y a des formes d'R&B un peu en France. Il y a un R&B très finalement mainstream, mélangé avec de l'afro, qui est très populaire. Il y a une forme d'R&B un peu plus à la SZA un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et un peu plus dark, un peu plus slow. Et puis, il y a un R&B qui est justement en train d'émerger maintenant, qui est le R&B plus classique de l'époque, à la Lil Bow ou Destiny's Child des années 2000 par là. Et voilà. Donc, il y a cet R&B-là qui se développe en ce moment, quoi. Et que tu as essayé peut-être de toi mettre en avant dans Focus 2, c'est ça? Exactement, ouais. C'est ce R&B-là que j'ai voulu mettre en avant dans Focus 2. Très bien, très bien. Et du coup, aujourd'hui, parce que là, on était sur la première séance studio, est-ce que tu sais, c'était quoi le titre? Tu peux nous le redonner? Est-ce que tu as encore cette mémoire de... Est-ce que tu t'en souviens? Et moi, juste avant, la petite question, est-ce qu'il était en anglais ou en français? Il était en anglais. Ah ah, ouais, forcément. On allait venir. Mais j'ai plus du tout la mélo. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Mais je vais essayer de le retrouver. Là, tu m'as replongé là-dedans. Là. Ouais, dans les souvenirs. Ouais, exact. Ah,
Il y a des lueurs dans les yeux, on voit que Ouais, en fait, ce que j'aimais Les bien dans souvenirs. cette époque, la nostalgie. ouais, parce que ce que j'aimais bien dans cette époque, c'est que comme j'étais pas du tout dans une perspective ou une motivation professionnelle au niveau de la musique, Mhm. c'était vraiment les tout débuts où je découvrais vraiment ce que c'était d'écrire un morceau, où ouais, il y avait une sorte de candeur un peu dans mon approche de la musique. Ouais, il y a Et puis des fois, ça me manque un Mhm. peu. Ouais. Ouais. Mais après, il y a plein de trucs qui sont géniaux maintenant, mais c'est vrai Mhm. que... Et ça la me bascule, manque elle s'est fait à quel moment? Le fait de se dire, maintenant, je veux faire de la musique de manière professionnelle. La bascule, elle est venue il y a à peu près 6-7 ans, je crois. En tout cas, c'est quand j'ai terminé l'université. Je me suis dit, comme j'avais terminé mes études, voilà, j'avais mis le vu, c'était bon, j'avais mis j'avais coché l'item sur la liste. Et puis, j'ai commencé vraiment à rentrer dans le monde professionnel. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il y a une part de moi qui ne s'exprime pas. Il y a un petit peu ce rêve de petite fille que j'avais mis de côté, en fait. J'étais rentrée dans un truc très terre à terre, finalement. Et puis là, j'ai vraiment ressenti le besoin de me lancer dans la musique, en fait. En fait, tu réponds à une question que j'ai depuis qu'on doit faire cette interview. C'est que je ne trouvais pas de musique de toi avant 2019, en fait. Et là, tu viens de répondre à la question. Donc, le vrai premier morceau, c'est Mon Chéri, c'est ça? Ouais. Ok. Le premier morceau qui est sorti sur les plateformes, c'est Mon Chéri. Donc, le vrai premier morceau professionnel, on va dire. Exactement. Tu peux nous parler de l'histoire de ce titre? Comme il doit forcément être particulier pour toi. Ouais, en fait, c'était à l'époque où je chantais en anglais. J'ai commencé en anglais vu que mes références étaient anglophones. Mhm. Et en fait, j'avais commencé à écrire des petits morceaux comme ça et à publier des vidéos sur Instagram. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais été repérée par un manager aux États-Unis qui recherchait justement des talents à développer là-bas. Et du coup, il m'a dit, écoute, il parle en anglais, il me disait, Mipsy, you're a star. Genre, c'est vraiment C'est très les américain. Américains. Je te jure. Et puis du coup, il me dit, il faut absolument qu'on bosse ensemble et tout. Et puis j'ai dit, ok. Et puis là, il m'a mis en lien avec un beatmaker là-bas. Et vraiment, c'était incroyable parce que le beatmaker, justement, il a travaillé avec des immenses noms de la musique là-bas, Ok. genre Chris Brown, Ah ouais, quand même. Hein. Demi Lovato. Puis j'étais fan de tous ces gens-là. Quand même. Hein. Et puis du coup, j'ai pu bosser avec lui. Puis on a bossé sur 2 morceaux, Mon Chéri et Out of Order. Et puis Mon Chéri, c'est un morceau qui est en anglais, mais c'est juste le titre qui est en J'allais en français. parler, mais je crois que tu l'as dit mieux que moi, donc c'est bon. Je le répéterai pas. L'accent, là, il était parfait. Merci. Et puis du coup, on a enregistré ces 2 morceaux lors d'une session là-bas. Et puis ouais, c'était incroyable, quoi. Le fait de me dire que je suis t'es à partie Los là-bas? Angeles. Ouais, Mais non. ouais. Ah Et ouais, puis, d'accord, ok. ouais, Ah ouais, ouais. là, Ah ouais, j'étais déter. Hein. t'as vécu entre guillemets, le rêve américain, on va dire ça comme Exactement. Le temps de quelques temps. ça. Et ouais, c'était incroyable le fait de me dire que voilà, je suis à Los Angeles, c'est là où tellement de choses se sont passées, d'aller en studio là-bas. Et mis à part le côté rêve, il y avait aussi le boulot à l'américaine que j'ai pu observer et vivre là-bas. Et puis ouais, franchement, ils sont dans le futur, quoi. Il y a une réelle différence entre la façon de travailler aux États-Unis et en Europe, en France, en Suisse. Moi, ce qui m'avait frappé, en tout cas, il y avait un élément qui m'avait beaucoup frappé. Bon, en fait, 2. Déjà, quand j'avais commencé à chanter, j'ai entendu ma voix dans mes casques. J'ai posé à travers. Puis en fait, je sais pas quel type d'effet il avait mis, genre une. Puis en fait, c'était voilà quoi. C'était Magique. Ah ouais, c'était un truc qui descendait du paradis. C'était vraiment un truc. J'étais là, mais c'est pas possible quoi. C'était américain. Exactement. Et puis quoi, ils ont leurs défauts aussi, comme tous les pays. Hein, voilà. Mais donc ça, c'était le premier truc qui m'avait marqué. Et ensuite, le truc qui avait changé aussi de ce dont j'avais l'habitude,
Bon, après, j'avais pas une grande expérience à l'époque, mais c'est vrai que là-bas, il m'avait dit, on fait la maquette aujourd'hui, tu t'entraînes à la maison à chanter le morceau à la perfection, et ensuite tu reviens, on enregistre. Et c'est vrai qu'ils avaient une exigence en termes de performance vocale que j'avais rarement vue. Ça veut dire que des fois, même moi qui suis hyper exigeante avec moi-même, je pouvais poser un truc, j'étais là, ah, mais ça c'était bon, mais en fait c'était pas bon. Et je devais refaire jusqu'à ce que ce soit vraiment impeccable. Et c'est vrai que cette exigence vocale, je l'avais moins retrouvée. Tu penses on est un peu laxiste ici? On est un peu plus... Sur ça, on n'est pas assez pointilleux? Je pense pas, mais je pense que déjà, chaque industrie a ses points forts et puis ses points où elle se concentre moins. Peut-être parce qu'on a peut-être moins besoin. Là-bas, tu vois, tu as des Beyoncé, tu as des Mariah Carey, des vocalistes exceptionnels. Bah, c'est clair que tu sors pas un morceau si vocalement, c'est pas impeccable. Parce que c'est pas possible. Donc, je pense que c'est le marché aussi qui veut que là-bas, bah, tu vas forcément plus te concentrer sur la technique vocale. Mais là-bas, il y a une vraie douane, je pense aussi. Quand je dis une vraie douane, c'est que l'exigence. Ouais. On laisse pas passer n'importe qui. Ah non. Non. Là, vocalement, ça peut pas être... Non. Surtout si t'es une chanteuse. Je pense que dans d'autres registres, peut-être dans le rap, j'imagine qu'il y a moins ce truc. Mais là-bas, si t'es une chanteuse, oublie. Il faut vraiment savoir chanter, quoi. Sinon, c'est compliqué. Et cette exigence, elle est vraiment très marquée envers les femmes, à ton avis? Est-ce qu'on est plus exigeant avec les femmes ou non? Aux États-Unis, tu dis? Ouais, là, par rapport d'après à mon expérience. Voilà, par rapport à ce que tu viens de dire. Je t'avoue que je sais pas, parce que quand j'étais allée au studio, j'ai pas pu voir de session d'hommes là-bas. Donc ouais, j'aurais pas vraiment de point de comparaison homme-femme là-bas. Ok. Après, ça se comprend aussi. Quand tu regardes bien comment quand tu regardes les artistes féminines qui pop là-bas, tu ressens ce dont tu parles, cette exigence. Et malheureusement, c'est vrai que ici, c'est un fait, il y a moins ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que peut-être qu'ici, on a un peu plus de mal. Peut-être aussi. Donc, Après, je pense qu'on s'adapte aussi à la demande qu'on a en fonction du marché. Et puis finalement, s'il n'y a pas une immense demande à écouter des performances vocales exceptionnelles et puis que l'oreille, finalement, elle n'est pas vraiment en demande de ça, bah, finalement, je pense que c'est logique de pas forcément se concentrer là-dessus principalement. Mais après, je pense qu'il y a une exigence ici, ça c'est clair et net. qui est différente. Mais peut-être qu'elle est différente, peut-être qu'elle est plus axée sur d'autres aspects que vraiment faire des vibes, des riffs, tu vois, avec la voix. Elle est plus axée sur l'argent. Et à quel moment tu te diriges vers la France? En fait, il y a eu plusieurs choses. La première, c'est que je me suis dit qu'il fallait peut-être être plus cohérente. Ça veut dire que, dans le sens où moi j'habite à Genève, c'est francophone, il y a la France à côté, il y a Paris. Et finalement, pour moi, c'est beaucoup plus accessible de me diriger de ce côté-là plutôt que d'aller, je sais pas moi, à Londres ou aux États-Unis. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que je pense aussi quand... moi, j'écrivais beaucoup en anglais, mais quand c'est pas ta langue maternelle, il y a une profondeur que tu n'arrives pas forcément à atteindre avec une langue qui est pas la tienne. Et je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire en anglais. Et j'ai eu besoin après de chanter dans ma langue et d'écrire dans ma langue natale. Et quel accueil tu as eu lorsque tu es arrivé en France? Bah en fait, j'ai fait juste un test de base. Je me suis dit, j'étais pas persuadée que j'allais me diriger dans le français. Et j'ai fait un test en sortant un morceau qui s'appelle Loco. Et en fait, il avait hyper bien marché à la surprise, parce que c'était vraiment mon premier morceau en français. Puis j'avais eu des super bons résultats. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est le signe que je peux y aller, quoi. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous parler un peu quand même, parce que c'est vrai que nous, de la France, on nous parle souvent de deux pays francophones, du Canada et de la Suisse. On nous dit que le hip-hop
parce que forcément le chant vient de cette culture. Comment c'est la Suisse au niveau du chant, au niveau du R&B, parce que tout à l'heure tu parlais du R&B? Au niveau du chant, je dirais, moi, je peux peut-être plus parler de Genève, vu que, enfin, de la Suisse romande. Ok. Dans la scène, enfin, dans la musique qu'on peut appeler, entre guillemets, plus urbaine, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas qu'on utilise ce mot, mais je ne sais pas comment la définir autrement, excusez-moi. Mais dans la musique plus urbaine, on n'est pas vraiment dans le chant. On est plus dans le rap. Plus le rap, hein. Après, il y a des artistes comme moi qui commencent... alors, moi, je ne suis pas non plus une vocaliste. J'en fais pas l'axe principal non plus de ma musique, mais il y a du chant, du R&B qui commence à émerger aussi là-bas. Et donc là-bas, toi tu viens de là-bas, tu as réussi quand même à te faire un petit nom. Comme quel type de popularité tu as chez toi? À Genève, tu dis? Ouais. Alors, si je peux donner peut-être un exemple représentatif, j'ai quand même réussi avec le travail que j'ai fait à être appelée par la ville de Genève pour... tu vois, là, j'ai dit Genève. Par la ville de Genève pour le concert du Nouvel An au bord du lac. Ok. Donc, voilà. L'oiseau commence à faire son nid. Ah, mais c'est une grosse opportunité. Ouais, franchement. Et j'ai même été nominée, parce que c'est le moment où je me la pète un peu. Il faut. J'ai été nominée pour le titre de Révélation Suisse romande. Ok. Quand même, c'est bien. Ah, on essaye de... Voilà, quoi. Ouais, tu vois, elle essaye d'être modeste devant nous, là. C'est excellent, c'est très bien. Merci. Donc, à quel moment arrive le premier projet? Il arrive en janvier dernier. Ok. Focus, du coup? Focus, exactement. Et en fait, justement, j'ai sorti ce premier morceau locaux en français. Donc, je suis hyper contente, j'ai de bons résultats. Tu sais, de temps en temps, on me reconnaît un peu dans la rue, des trucs, je me dis, bon, il faut que je commence à faire du français, là, et tout. Commence à faire des selfies. Et tu vois, tout ce qui s'ensuit. Et en fait, je suis toute seule, parce que j'étais toute seule à l'époque. Et je commence vraiment à me fatiguer. Parce que quand tu regardes la musique d'un œil extérieur, puis que tu es consommateur, tu te dis, bon, tu fais ta musique, tu l'enregistres, tu la mets sur les plateformes, et puis voilà. Mais en fait, il y a tout un travail derrière. Ne serait-ce que tourner un clip, c'est énormément de boulot. Et du coup, moi, je fais tout toute seule, puis je me fatigue. Je me dis, je peux pas continuer, parce qu'en plus, il y a l'aspect aussi où tu dois financer, donc je dois travailler à côté. Et en fait, j'y arrive plus. Donc, je me dis, moi, je fais une pause maintenant. Soit je trouve une équipe et je peux m'entourer, et puis je continue. Soit j'arrête de me surmener comme ça, quoi. Et du coup, je fais une pause. Je continue quand même à sortir un ou deux petits trucs sur les réseaux pour me faire plaisir. Et du coup, là, je suis contactée par mon label actuel qui s'appelle Madness, qui est un label qui œuvre justement dans la musique à Genève depuis déjà des années. Et voilà, on commence à faire des sessions studio. C'est un label indépendant de Suisse? Ok. Ouais. Et du coup, on commence à faire des sessions studio ensemble, etc. Et puis, je me dis, on commence l'aventure ensemble. Et c'est là que je me suis dit, je m'y remets. Maintenant, je suis entourée. Et on a sorti justement ce premier EP, Focus, en janvier dernier. Et les retours, quels ont été les retours de ce premier projet? Franchement, super bon. Bien accueilli, hein. Ouais, super contente. Ouais, c'était vraiment... Puis c'était vraiment un EP où je me suis dit, je vais rester dans le registre que j'aime, le R&B, mais le mettre à plusieurs sauces, etc. C'était vraiment juste... j'ai vraiment fait un petit peu des trucs que j'avais envie de faire, j'ai testé un peu des trucs, et puis j'étais super contente de la sortie de ce EP. Donc là, on est aujourd'hui devant toi? Ou c'est toi qui es devant nous, ou c'est nous qui sommes devant toi? C'est plutôt vous êtes devant moi là. Pour parler de Focus 2, qu'est-ce que tu as voulu ramener avec ce projet? Et surtout, il est rapide quand même, 1 an après le premier.
Ce que j'ai voulu vraiment faire avec cette EP, c'est vraiment décliner. Enfin, j'avais vraiment envie de faire un retour au R&B. Ok. Dans l'EP précédent, il y avait quand même bien évidemment. De toute façon, tout ce que je fais, moi, ça finit par sonner R&B, mais c'était moins. C'était moins. Ouais, c'était plus dilué, on va dire. Là, c'est vraiment du R&B. C'est ce que j'avais envie de faire. Dans le premier, on peut dire que tu as essayé de toucher à tout. Est-ce qu'on peut résumer ça comme ça? Oui, je pense que j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus ouvert, je pense. Et puis là, ça s'est plus resserré sur le style de R&B que Il j'aime. y a moins de titres aussi. Et ouais, il y a moins de titres aussi, ouais. Il y a moins de titres. Mais j'ai quand même senti que ce côté où tu as voulu quand même essayer des choses. Déjà, on l'a senti sur l'intro déjà. Mhm. Tu as mis une petite funk. Ouais, exact. Petite funk. Et après, j'ai vu que tu avais aussi mis un peu d'afro quand même. Mhm. T'es quand même resté un peu, tu vois. Il y Ouais. a eu un peu d'afro. Je crois que c'est sur... comment s'appelle le titre Vitamine. Exactement, Vitamine. Et après, sur tout le reste, il y a un son pop aussi. Je crois que c'est Sans toi. Sans toi. Ouais, Sans toi. Qui fait très pop. Et tout le reste, c'est R&B en fait. Ouais. En fait, dans cette EP-là, il y a plus de morceaux vraiment juste R&B que dans le précédent. Ouais. Et puis... Mais en tout cas, moi, pour ma part, moi, je trouve que dans ce registre vraiment R&B, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est là où... C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. C'est là où tu en fait, as la pleine mesure de ce que tu sais faire, en fait. Dans cette EP, tu dis? Exactement. En tout cas, dans Focus 2, c'est là où je te sens vocalement et artistiquement épanoui, on va dire. Quand j'ai épanoui, voilà, où tu peux vraiment... tu te lâches, quoi. Ouais. Tu vois. Après, je sais pas si toi, tu le ressens comme ça. Oui, totalement. Peut-être sur les autres morceaux, tu t'amuses, tu te fais un kiff. Mhm. Mais en tout cas, sur les sons R&B, Allié, en tout cas, moi, mon top 3, c'est Toxic Love, DLC. Ça, c'est mon son, ça. Et Allié, le dernier morceau, c'est... On a le même top... Ouais, je crois qu'on a le même top 3. Je t'aurais bien checké, mais je peux pas apparaître Presque. devant la caméra. Mais en tout cas, ouais, voilà, tu vois, c'est moi, franchement, sur ces morceaux-là, je te sens vraiment, tu vois, vraiment épanoui et bien, tu vois. Bah en fait, ces morceaux-là, si on devait définir un peu le style d'R&B que j'aime le plus, je pense que ce serait Allié. Vraiment, c'est vraiment ce que je kiffe. Et puis Toxic Love, ouais, c'est vraiment le type d'R&B que j'aime. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que on est face à une vraie chanteuse. Merci. Parce que moi, je suis très, très critique. Mm. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on mettait dans une pièce toutes les artistes et qu'on leur laissait le micro sans autotune, ce serait un peu compliqué pour beaucoup. Mm. Et en entendant ton projet, je me rends compte que toi, tu as des vraies compétences et ça fait du bien. Merci. Est-ce que, à ton avis, on va revenir à la base, savoir chanter? Totalement. Moi, je pense qu'on est déjà en train de revenir à ça. Moi, vu que je suis artiste et puis je suis passionnée de musique, bah, je regarde un petit peu ce qui se passe. Et en fait, pendant une période, je voyais plus trop d'artistes qui prenaient juste leur voix, une caméra, qui chantaient un truc et les gens étaient là, waouh, incroyable et tout. Ça se faisait plus à l'époque. Pendant une période, là, ça a disparu. Je pense qu'on était aussi beaucoup... je me souviens, les artistes qui postaient un peu des vidéos, c'était un micro, bah, je l'ai fait aussi, hein, mais c'était un micro, un son préenregistré, et puis tu fais une performance visuelle. Alors que là, je vois de plus en plus d'artistes qui interprètent des morceaux. Il y a un truc qui est fort que tu as dit, une performance visuelle. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on était plus dans ce côté image que de performance vocale. Ouais, parce que tu peux pas te perdre dans la forme trop longtemps. Au bout d'un moment, il y a besoin d'un retour à quelque chose qui est plus de l'ordre du fond. Ouais, je pense qu'on peut pas, même en tant qu'être humain, tu vois, on peut pas juste être dans des performances plus visuelles, alors que la base, c'est être chanteur. On a besoin qu'il y ait un fond, qu'il y ait une émotion, qu'il y ait quelque chose. Alors, je vais enlever émotion parce que je peux faire beaucoup d'émotionnel aussi sans ça, mais
je pense que oui, maintenant on a besoin d'écouter de la voix, du chant. Et il y a des featuring dans le projet? Ouais, il y a un featuring avec c'est Seven, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, exactement. Tu nous en parlais? Oui, alors on a fait un featuring sur un morceau Location. Yes. Et puis ouais, j'aime bien ce morceau. En fait, j'aime beaucoup les mélodies, etc. Je trouve il est bien entraînant, etc. Mais j'aime surtout aussi les paroles. Je trouve marrant ce morceau. Tu vois, cette histoire de cette fille qui est là et qui résiste et tu vois, qui fait un peu la meuf. Et puis le mec qui est là, qui donne tout, qui est là, donne-moi une chance et tout. Et puis du coup, j'ai eu Est-ce beaucoup que de plaisir. La question que les gens vont se poser, du coup, quand ils vont regarder la vidéo, c'est est-ce que tu es comme ça? Le vécu, c'est... Il faudra demander à ceux qui ont essayé. Ah, Bonne réponse. En termes de featuring, Mm. en France, t'aimerais faire un feat avec qui ou quels sont les artistes que tu affectionnes? Moi, il y a un artiste en particulier que j'affectionne parce que pour moi, c'est un militant du R&B. Bah, c'est Monsieur Neuve. Je pense que vous alliez deviner. C'est logique. Et puis de manière générale, moi, tant que j'aime bien ce que fait l'artiste et tout, je suis ouverte au featuring. Mais après, c'est vrai que Monsieur Neuf, c'est un artiste que j'affectionne particulièrement. C'est vrai que même à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'écoutais son morceau qui avait pété la Trop fraîche. Et j'étais à fond dedans. Puis j'étais trop contente d'écouter du R&B comme ça en français, le R&B que j'aime et tout. Donc ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup Monsieur Neuf. On est sur Diva, donc forcément, on va te demander des artistes féminines. Ouais. En fait, je me souviens, j'avais fait mon... Tu sais, sur Spotify, quand ils te mettent l'artiste que tu as le plus écouté de l'année et tout. Et en fait, l'artiste que j'avais écouté le plus en 2024, c'était Aya Nakamura. bah tiens. Ouais, Il y en a beaucoup dans ton cas. Hein. ouais grave. C'est pas la seule. Je parle de ça comme si c'était une dinguerie, mais en fait, voilà quoi. Moi, je voulais te poser une petite question. J'ai vu que sur un des morceaux, tu avais collaboré avec Aznar, Ouais. qui a fait 4 campés, faut le dire, Mm. en partie. Pas que lui, mais en partie. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration? Ouais. Alors, cette collaboration, elle a commencé sur un morceau de Focus, le premier Focus, Ok, Manico. d'accord. Et en fait, on s'est rencontrés avec une équipe. Donc, il y a lui, Adron, et puis d'autres. Enfin, on a vraiment fait une session à plusieurs. Et c'est là qu'est né le morceau Manico. Ok. Et en fait, par la suite, moi, j'ai continué à collaborer justement avec plusieurs de cette équipe que j'avais rencontrée, dont Adron justement et Aznar. Ok. Et du coup, pour ces 2 EP, j'ai beaucoup collaboré avec eux et aussi avec deux beatmakers, 3, Ok. le White, Cello et ouais, Ah, le White, Cello et Riga. T'es bien accompagné, hein? Non, je suis très bien accompagnée. Ils sont vraiment très forts. Bons compositeurs. Ouais. Avec Aznar, on a fait Manico, Légende, Vitamine. Vitamine, ouais. Et je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que DLC aussi. Oh, Ouais. voilà. On a fait ces 4 morceaux-là. Ton son préféré. Mais en tout cas, non, franchement. Franchement, c'est une chance en réalité. Ouais. Je trouve que quand même pour une artiste, je sais pas, bon, peut-être en France, tu peux te considérer comme, je sais pas si tu te considères en tout cas en développement, je sais pas Ouais. comment tu te positionnes, mais c'est une chance, d'avoir des compositeurs de qualité, pouvoir faire des sons de qualité. Et en tout cas, ouais, sur DLC, en tout cas, je trouve que sur DLC, ça a hyper bien marché parce que Ouais. il est dans mon top. Trop bien. Non, je suis très contente. C'est clair qu'en tant qu'artiste, il y a l'apport personnel qu'on a, la détermination, le côté travail, le côté émotion. Enfin, voilà, il y a beaucoup de composantes qui sont importantes. Et puis, mais c'est déterminant d'être bien entouré. Ouais. Et c'est vrai que voilà, j'ai une équipe artistique qui est
sont juste trop forts, quoi. Enfin, Ben, je trouve que ça va tout droit. Enfin, c'est facile avec eux, quoi. Je trouve que t'as le bon, entre guillemets, packaging, on va dire, dans le sens où je suis un peu, hein, tu vois. Donc, je vois qu'en termes d'image, c'est propre. Ce que Merci. malheureusement, beaucoup d'artistes féminines n'ont pas. Ce côté image léchée, assez propre et tout. Même je vois les réseaux, tu es assez active, tu vas faire des contenus. Donc moi, je t'avais découvert sur le contenu de Booba. Mhm. Le cover que tu avais fait, et tu avais fait d'autres choses en avant. Donc moi, je trouve que tu es dans le bon... tu suis le bon chemin, en tout cas, tu vois. Merci. Tu suis le bon chemin, que ce soit musicalement, que ce soit visuel. Et que sur les réseaux, tu fais le taf, tu vois. Maintenant, après, il faut voir, faut voir les résultats, il faut attendre. Après, comme mon acolyte Barbeux aime bien dire, c'est une course de fond, tu vois. Totalement. C'est pas un sprint, hein, donc... Et pour garder un peu le champ lexical de la course, la suite de la course, du coup, on va avoir le droit à un album ou pas? Alors, pas pour l'instant. Je pense que là, j'ai envie de faire une petite... En fait, c'est marrant, j'en parlais ce matin. Moi, je disais que c'est important, quand on est artiste, de vivre aussi. Parce qu'on ne peut pas que créer, il faut du combustible. Et en fait, comme tu dis, là, j'ai sorti un EP l'année d'après, un EP directement. Donc là, je pense que j'ai envie de prendre un peu de temps pour me nourrir de la vie et des expériences. Et puis ensuite, je reviendrai avec ce que ce moment-là m'aura permis d'emmagasiner et puis de transmettre. Tu disais juste avant que dans notre échange que tu travaillais. Ouais. Dans quel domaine? Je travaille dans le social. Dans le social. Est-ce que c'est important pour toi d'avoir encore ce pied dans la réalité? Oui, parce que en fait, ce que j'aime bien avec mon travail, c'est que je trouve qu'il est très complémentaire au niveau de ma personnalité, de comment j'ai envie de m'exprimer, dans le sens où quand on est un artiste, finalement, même si le but premier, c'est la musique, dans notre travail, c'est beaucoup sa personne qui est mise en avant, et puis tout tourne autour de toi, finalement. Même si tu es quelqu'un de très humble, et puis que, voilà, t'es la tête d'affiche de tout le travail qui est fait par toute l'équipe. Et du coup, voilà, t'es vraiment l'objet central du projet. Alors que dans mon travail dans le social, c'est vraiment le contraire. T'es vraiment tourné vers les autres, tu te focalises sur l'épanouissement des autres. Et je trouve ça très important, en tout cas moi, pour mon équilibre personnel, d'avoir les deux. D'avoir un métier où je suis focalisée sur les autres, et c'est vraiment complètement désintéressé. Et avoir un métier où je peux m'exprimer, être plus au devant, etc. Et puis je pense que l'un m'aide à bien travailler dans l'autre, et puis vice-versa. Eh ben. Non, mais c'est vachement important ce que tu dis, parce que souvent, on tombe sur des artistes qui sont totalement déconnectés de la réalité et qui même n'envisagent même pas aller travailler à la fin de leur carrière. Et toi, en fait, tu dis que l'un nourrit l'autre, ou tu te nourris de l'un et de l'autre. Donc, c'est vraiment des paroles fortes. Ouais. Désolée. Hein, non, vas-y. Okay. Vas-y. Mais c'est vrai que ce truc d'avoir... parce que quand t'es un artiste, ou quand t'es un peu dans le monde du show business, on va dire, c'est clair que tu vis pas les expériences de la plupart des êtres humains sur Terre, finalement. Alors après, ça dépend aussi où t'en es dans ta carrière. Voilà, je vais pas dire que moi, je veux dire, je peux aller partout, y a pas de problème, je suis pas hyper connue, enfin voilà. Mais c'est des dynamiques et c'est des expériences que la plupart des gens vivent pas, finalement. Et c'est vrai que le fait de travailler avec un travail plus classique, ça te permet de voir quelle est l'expérience de quasiment tout le monde, en fait, finalement. Et
Ouais, et puis je pense que ça aide aussi à avoir aussi la valeur de ce qui est investi comme moyen, tu vois, pour développer ton projet. Quand toi, tu es allé travailler et puis que tu as ramené des sous à la sueur de ton front, bah, quand on investit dans ton projet, ça n'a pas non plus la même valeur que si tu n'as jamais travaillé et puis que tu débarques comme ça, quoi. Mais justement, petite question. Est-ce que tu parlais de... On peut appeler ça une pause, une petite pause. Après, je ne sais pas de combien de temps elle va durer. Mais justement, par rapport à ton parcours et ton... On va appeler ça une ascension. Est-ce que ça ne te fait pas peur, justement, de perdre un peu justement de chemin, on peut dire ça comme ça, tu vois. Le fait de faire cette pause en pleine ascension. Est-ce que ce ne sera pas une perte de temps? Exactement. C'est reculer pour mieux sauter, peut-être aussi. Ouais. Moi, je pense pas. Après, je sais pas, la vie me dira si je me trompe ou pas. Je pense que se reconnecter à soi, c'est jamais une perte de temps. Je pense qu'on peut être très productif. Si on va pas dans la direction, ça sert à rien. Si on va pas dans la bonne direction, ça sert à rien. Et ouais, non, je pense pas. Puis surtout que voilà, j'ai sorti un EP par année. Je pense que tu sais, si tu fais une pause et que tu reviens plus fort, bah finalement ça, je pense que c'est bénéfique. C'est bénéfique. Ouais. Après, tu te connais, hein, c'est toi qui sais que. Ouais. Mais c'est bénéfique. C'est sûr que faut se retrouver, c'est important. Moi-même, je suis artiste, je sais ce que c'est, et des fois, il faut souffler. Ouais. Mais puis il y a aussi ce truc où j'ai l'impression, alors peut-être, tu vois, des fois, on a aussi cette vision de tout le temps dire c'était mieux avant, c'était mieux avant. Voilà, c'est pas ce que je dis, mais c'est vrai que maintenant, dans le monde de la musique, vu qu'il y a les réseaux sociaux, etc. Et puis que tout va hyper vite, des fois, on est plus dans un souci de productivité que dans un souci vraiment de... La création, c'est quelque chose qui a aussi son propre rythme. Tu peux pas imposer forcément tout le temps un rythme à la création. Il y a des moments où il faut, mais c'est pas quelque chose que tu peux faire tout le temps. Et voilà, je pense qu'un artiste de base, voilà, c'est pas non plus une machine à produire, c'est aussi quelqu'un qui est là pour raconter une certaine vision de la vie, qui est là pour retranscrire une intensité de choses qu'il a pu ressentir. Et pour ça, il faut ressentir, il faut vivre et il faut, je pense, un minimum de sincérité. Après, il n'y a pas tout le monde qui pense comme moi. Mais c'est ça, en fait, ce que tu dis, pour moi, c'est ce qu'un artiste devrait être. Mais c'est pas ce que je ressens. Justement, de ce que je vois aujourd'hui, c'est vraiment ce côté très usine, en fait, tu vois. Ouais. C'est usine à production musicale, boum, 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 ça envoie, jusqu'à ce que ça prenne. Et il n'y a pas ce côté, justement, entre guillemets, humain, où des fois, il faut souffler, il faut un peu recharger les batteries, et surtout recharger le cerveau, et être en connexion, justement, entre le mental et ce que tu racontes dans... Ouais. Et aujourd'hui, c'est pour ça que tu as beaucoup de... Ouais. Et puis, je pense que ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Moi, je pense qu'il y a des choses qui, vraiment, concrètement, prennent du temps. Moi, je n'ai pas appris à chanter comme ça du jour au lendemain. Alors oui, j'avais ce don quand j'étais petite. J'ai toujours su chanter. Mais ça m'a pris du temps. J'ai dû prendre des cours de chant. J'ai dû m'enfermer dans ma chambre des fois des 4 heures par jour pour refaire les mêmes morceaux, essayer d'atteindre des notes que je n'arrivais pas à atteindre. Et je pense que voilà, il y a différents rythmes et tu peux pas, le rythme peut pas être que imposé par la nécessité de productivité. Ça peut aussi être un rythme qui est imposé de façon naturelle par la créativité. Mais je pense sais qu'il y a des... Ouais. Non, vas-y. Mais je sais qu'il y a des gens qui pensent pas comme moi. Il y a vraiment des gens, moi on m'a aussi conseillé, et puis je pense que ça doit marcher pour certaines personnes. On m'a dit non, tu te poses tous les jours de telle heure à telle heure et t'écris des morceaux. Et au bout d'un moment, tu seras meilleur parce que les probabilités veulent que plus tu vas répéter quelque chose, plus ça va donner quelque chose de bien à la fin. Mais voilà, c'est peut-être 2 écoles. Hein. T'en penses quoi, toi, Barbe ? Non, moi, ce que je voulais dire, pour rebondir sur ces propos, c'est que déjà, on est face à une passionnée. Donc, il n'y a pas forcément ce calcul. Lorsqu'on est passionné, on n'est pas forcément calculateur. Ouais. Donc là, même le fait de se dire que
que tu vas faire une pause pour essayer de recharger les batteries ou en tout cas de vivre des choses que après tu vas retranscrire dans ta musique. Pour moi, c'est la base. Ça, c'est là-bas, oui, effectivement. Pour moi, c'est la base parce que ce côté usine, il va fonctionner qu'un temps et c'est selon les tendances. Mais lorsqu'on est un vrai artiste, on est obligé de ramener quelque chose de nouveau. Et pour ramener quelque chose de nouveau, il faut se poser pour réfléchir. Totalement. Donc, il faut vivre, il faut ressentir, il faut absorber. Il y avait un artiste qui disait que lui, pour créer, il a besoin de rien faire pendant plusieurs jours. Et que c'est dans le rien que quelque chose se crée. Et moi, je suis... Voilà, moi, je pense que c'est vrai. Et puis, comme tu disais, il y a des tendances. Peut-être que dans certains styles, dans certains types de musique, pour certaines personnes, ça peut marcher, ce truc d'envoyer. Et puis, il y a peut-être certains types de musique, certaines émotions, certaines choses que tu peux pas forcément créer dans l'hyperproductivité. En tout cas, merci. Merci à vous. Ce fut un bel échange, une belle masterclass. Merci beaucoup, c'était très intéressant, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite ? De revenir en forme de ma petite pause, quoi. Totalement. C'est tout le mal qu'on souhaite. C'était Diva le podcast avec Mipsy. Ciao. Ciao. Ciao.